des groupes politiques. Donc maintenant au ministre de répondre, chacun son tour. Est-ce qu'on garde le même ordre que la première fois? Est-ce que... Oui, alors Madame Darrieussecq qui commence à répondre et ensuite aux autres ministres. Alors j'espère que l'exercice n'est pas simple, que j'oublierai pas. Si j'oubliais quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Madame Dogorduche, pardon. Bon, absence des mesures, alors d'autres en ont parlé, absence de la prévention dans ce PLFSS, c'est pas vrai. Il y a des mesures de prévention. Les consultations de prévention, c'est une mesure dans les politiques de prévention. Les vaccinations, la vaccination pour le papillomavirus dans les collèges, c'est une politique de prévention. Les vaccins hivernaux, c'est une politique de prévention. Alors après, moi, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ces politiques de prévention, elles ne sont pas suffisamment visibles et articulées pour qu'elles donnent corps dans un... Je dois dire que la lecture d'un budget, un peu LFSS, du budget lui-même, c'est très aride. Et arriver à sortir de ça les mesures qui sont dans des lignes diverses, c'est assez complexe. Mais il y a un plan de prévention qui est déployé. Qu'il faille mieux l'individualiser, qu'il faille mieux le porter, qu'il faille mieux le structurer, je suis d'accord. Et en 15 jours, excusez-moi, mais je n'ai pas pu le porter. Mais ça fait partir des objectifs que je me fixe pour la suite. La douleur, c'est pareil. Oui, il y a des mesures, c'est 80 millions d'euros de financement pour les centres de la douleur chronique. Donc, et oui, il y a un sujet d'études supérieures et de spécialisation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler, que je travaillerai avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet intéressant à apporter. Et puis les soins palliatifs, c'est insuffisant. Monsieur Guedj, je disais la même chose. Bon, les soins palliatifs, il a été décidé d'une stratégie décennale. Moi, décennale, ça m'évoque 10 ans. Et d'1 million pendant 10 ans. Et 1 million divisé par 10, ça fait 100 millions. Et là, milliards, pardon. Ça fait 100 millions. Et là, nous sommes dans les 100 millions qui ont été prévus. Bien entendu que les mesures, c'est la création d'une unité de soins palliatifs pédiatriques par région. C'est le cap qui était fixé, c'était 2034. L'accès à une unité de soins palliatifs assurée dans chaque département sur tout le territoire, et plusieurs par département, bien sûr très peuplé, il en faudra plusieurs. Le développement d'équipes mobiles, la mise en place d'équipes rapides d'intervention en hospitalisation à domicile ou d'intervention dans les EHPAD. Donc tout ça est compris dans voilà, ce sont les objectifs que nous nous donnons. Je veux mesurer la difficulté aussi. On pourrait inscrire 1 milliard d'euros la première année, mais jamais on ne le mettra en œuvre. Donc il faut aussi qu'il y ait un peu de réalisme dans les budgets, que ne soient pas que des budgets de façade. Il faut faire des appels à projets, il faut que les personnes répondent aux appels à projets, s'engagent dans le déploiement du projet et recrutent, trouvent les bons professionnels. Donc il y a une structuration qui nécessite un certain temps. Et donc je pense qu'il faut être réaliste dans les capacités que l'on a aussi à développer les choses et à déployer les choses. Mais sachez que les soins palliatifs, c'est véritablement un sujet qui est pour nous central. Et ensuite, je crois que c'était à peu près tout sur ce que vous aviez porté majoritairement. Alors, Monsieur Guedj, j'ai en partie répondu à certaines choses. Bon, pour l'ONDAM, il n'est pas à zéro, je suis désolée. Bon, on peut faire les calculs comme on veut, mais on ne peut pas mettre 1,8% d'inflation sur la totalité de l'ONDAM. C'est juste pas possible, quoi. L'ONDAM, il tient compte aussi de toutes les mesures qui ont été prises de revalorisation salariale, 14 milliards, qui sont portés tous les ans, bien entendu, sur lesquels on n'en parle plus, mais ils existent. Et cette année, il y aura des mesures salariales complémentaires pour terminer la mise en œuvre de ce Ségur salarial de l'ordre de 500 ou 600 millions d'euros. Donc, si vous voulez, on continue d'accompagner
cette revalorisation, mais totalement légitime et méritée, hein, des soignants. Il n'y a même pas de discussion sur le sujet, mais qui ont redonné de l'attractivité au métier. Et c'est pour ça que l'on recommence à pouvoir recruter aussi dans les établissements. Et je crois que c'est très important. Et puis le Ségur investissement, c'est en pluriannuel, c'était 19 milliards. Eh bien, il continue à se déployer en fonction des projets qui avancent dans ce domaine. Donc, voilà, je crois que c'est pas rien. Et pour les soins de ville, il y a 1,6 milliard qui est prévu pour les soins de ville. Je pense que c'est aussi un engagement important. Je voudrais dire que c'est un engagement important aussi pour la confiance que l'on peut faire aussi dans nos professionnels de santé, hospitaliers et médecins et libéraux, infirmiers ou médecins, à pouvoir travailler ensemble pour développer des solutions d'accès aux soins sur tous les territoires. Il y a le déploiement des SAS, des services d'accès aux soins, qui se déploient de façon très pertinente partout et qu'il nous faut vraiment conforter parce que pour les soins non programmés, pour désengorger les urgences, ce sont des mesures de transformation qui se font progressivement. Mais pour désengorger les urgences et l'hôpital, pour tous les soins non programmés, eh bien, les SAS représentent vraiment un progrès important qu'il nous faut accompagner partout. Et pour ça, ce sont des praticiens ou des infirmiers ou tous des soignants, en tout cas, libéraux, qui doivent travailler main dans la main avec avec les hôpitaux et les établissements sanitaires, y compris d'ailleurs les établissements médico-sociaux. Donc je pense qu'on travaille progressivement à améliorer tout cela, et c'est une transformation qui se fait à bas bruit, mais qui se fait et que nous devrons bien sûr accompagner. Et tout ça est dans les projets d'accompagnement. Et puis pour ce qui est du financement sur les sujets de T2A dont vous parliez, il y a actuellement un travail en cours pour faire évoluer le financement effectivement des hôpitaux, les ressources des hôpitaux. Et je souhaite qu'on puisse avancer sur ce travail qui est fait au niveau des services avec les hôpitaux, mais aussi qu'on fasse partager tout cela quand le travail sera bien avancé pour que l'on puisse déployer les bonnes mesures. Parce que oui, la T2A seule n'est pas satisfaisante. Le forfait qui existait auparavant n'est pas satisfaisant non plus. Donc il nous faut trouver quelque chose de médian qui me paraît important. Et c'est des premières concrétisations de ces travaux. Elles devraient être mises en œuvre dès 2025. Donc, nous vous ferons partager tout cela pour avancer sur ce sujet, effectivement, du financement de nos hôpitaux. Ensuite, alors, excusez-moi, parce que ça, pour moi, je me mélange les fiches. Je viens des mesures nouvelles, santé mentale, stratégie décennale, j'en ai parlé. Monsieur Bazin, débureaucratiser, il est parti. Débureaucratiser, oui, je suis d'accord. Maintenant, il faut pas. Je pense qu'il faut pas fantasmer aussi sur certaines choses. Dans les établissements, par exemple, soignants, ils ont 80%, non, 60% de soignants. Il y a 40% de personnel non soignant, mais sur ces 40% de personnel non soignant, il y a 20% de personnel qui sont en fait qui accompagnent les soins, brancardiers, etc. Le personnel technique également, c'est une grande partie, donc ça fait partie de ces 20%, et ils sont indispensables au fonctionnement des hôpitaux. Et dans les 20% qui restent, dans les 10% qui restent, pardon, il y a une partie qui sont les secrétaires médicales. Excusez-moi, si vous pensez qu'il n'y en a pas besoin, c'est compliqué. Voilà, on en a besoin. Parce que ça aussi, ça fait partie de la bonne marche du service, c'est 5%. Et ensuite, tout le reste, c'est l'administration générale. Donc, qu'il y ait besoin de travailler sur tout ça, j'ai pas de sujet. Et les établissements vont être d'ailleurs accompagnés par les ARS et l'ANAP sur des transformations pour continuer à avoir des transformations de performance. Mais performance ne doit pas signifier moindre qualité, en tous les cas,
pour moi, c'est essentiel. Nombre d'entre vous ont parlé de décrets. Effectivement, il y a des décrets qui sont en souffrance, et je le regrette, des décrets qui ont été bien retardés par la vacance. Et j'ai demandé effectivement que tous ces décrets arrivent très rapidement à ma signature, et plusieurs décrets seront pris, bien entendu, qui sont attendus que ce soit sur les PADU, que ce soit sur la pratique avancée. Enfin, tous ces décrets-là vont être à ma signature très rapidement. Voilà. Et ensuite, bon, les jours de carence, moi, je ne veux pas parler de ça, mais c'est souvent dans la fonction publique, les jours de carence, et pas forcément voilà, que ça retentit le plus négativement. Donc pensons aussi à tout cela. Je ne sais pas quel est le meilleur équilibre pour parler de cela. Et enfin, Monsieur Pétavy, ouais, on va mettre de l'humain, oui. Mais en fait, de l'humain, dans ces lignes arides, il y en a partout. Puisqu'on fait, ben si, on soigne des gens quand même. Et on est là pour essayer d'apporter un service, un service à la population et un accès à la santé qui soit la meilleure possible. Philippe Vigier, les délégations de tâches, oui, on est d'accord. J'ai dit que j'avais des décrets là qui allaient arriver sur les pratiques avancées, et il faut que nous continuions à travailler sur ces décrets. Enfin, je vais signer ces décrets rapidement. Voilà. La clause de sauvegarde, oui, elle restera à 1,6 milliard. 6. À 1,6 milliard. Voilà. Voilà, c'était ce qui va nous permettre voilà, de donner de la visibilité aux laboratoires pharmaceutiques. Et il y a une baisse des prix qui est attendue à hauteur de 1,2 milliard, et sur laquelle il y a un travail qui est en cours actuellement. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près répondu. Oui, Monsieur Panifous, il n'est plus là non plus. Ça fait rien, je le dis quand même. Les plus fragiles ont accès à la C2S, à la solidarité. Je pense que c'est un dispositif très important, voilà, que l'on va non seulement préserver, mais je veux regarder aussi s'il y a des possibilités d'étendre un petit peu à certains publics qui seraient très fragilisés et qui pourraient accéder à cette mutuelle de solidarité, dirons-nous, dans les meilleures conditions. Et après, Monsieur Guernigon, oui, il est parti aussi. Réforme structurelle, oui. Une réforme structurelle, il faut que nous l'écrivions. Je suis persuadée elle doit être à l'œuvre. Et j'entends ce qui est dit par Monsieur Monet. Bon, on assèche les ressources. En fait, il faut tout garder en l'état, mais mettre des ressources supplémentaires. Mais je ne suis pas de votre avis, parce que je pense qu'on n'est pas suffisamment efficace. Mais efficace pour la santé des gens. Quand on parle prévention, on a vraiment des politiques qui étaient uniquement basées sur le soin. Moi, je souhaiterais que l'on évite d'être malade. Et c'est possible dans beaucoup de conditions. Et ça coûte moins cher à la société. Et les gens vivent mieux et en meilleure santé. Donc, voilà, je souhaiterais vraiment qu'on travaille dans ce sens. Puis après, pour le reste, bon, je ne vais pas dire que votre propos a été un peu caricatural, mais bon, un tout petit peu quand même. Mais je ne vous en veux pas du tout. Hein. Je comprends les positionnements. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Merci, Madame la Ministre. Paul Christophe.